Alors l'association Toutimobi a le plaisir de faire particulièrement intervenir la Fondation Demeure historique pour l'avenir du patrimoine, parce que celle-ci a largement soutenu la manifestation organisée par Toutimobi en mars de l'année dernière au château de Versailles qui s'intitulait Accessibilité du cadre bâti ancien protégé. Et donc j'ai envie de laisser la parole à monsieur Christophe Guénassia, qui est porte-parole de la Fondation. Donc, Christophe Guénassia, je suis le porte-parole de la Fondation Demeure historique pour l'avenir du patrimoine et membre du comité exécutif de cette fondation. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Marcus Weisen sur l'accessibilité du cadre bâti, ancien également, et ses contenus culturels. Puis nous aurons Daniel Clément qui interviendra pour la Fondation Réunica sur un projet qui est très intéressant, un projet européen, et plus particulièrement sur Mulhouse. Et je vous propose de vous présenter l'une après l'autre. Bonjour, Daniel Clément, Fondation Réunica. Alors, la Fondation Réunica est une caisse de retraite, si vous ne connaissez pas. Donc, ces métiers sont la santé, la prévoyance, la retraite. Et l'entreprise a créé une fondation. Je vous propose de passer un petit film vous présentant les actions de la Fondation et ensuite de vous parler du projet plus particulier Ligue des villes historiques. En quoi est-ce que la Fondation Réunica est une bonne fondation? Premièrement, elle nous fait confiance, on n'est pas fliqué. Ensuite, elle risque avec nous, et ça me paraît très intéressant. Une chose est sûre, le point commun entre toutes ces personnes, c'est qu'avec ces activités, elles dépassent et oublient pour un temps leurs difficultés. N'est-ce pas, Claude Pinoteau? Je crois que tous les malades ont un désir d'évasion, d'échapper à leur quotidien, d'exister autrement. Et en leur permettant de participer, de s'exprimer avec des moyens culturels et pédagogiques, on constate qu'ils peuvent avoir un autre regard sur leur vie. Et le dévouement de celles et de ceux qui s'impliquent est particulièrement émouvant. C'est cela que la Fondation Réunica veut aider. Alors, pourriez-vous me définir en 2 mots la Fondation Réunica? Des sourires. Des sourires. Des sourires? Des sourires. Des sourires, bien sûr. Leurs sourires. Faites-moi un sourire. Ça y est, j'ai enfin compris ce que fait la Fondation Réunica et pourquoi elle le fait. Vous aussi, j'espère. Faire du bien. À l'esprit, ça fait du bien à la vie. Voilà. T'es prêt pour les prochaines sorties? Bah oui. On est vraiment dans un échange de relations humaines. Et c'est véritablement un échange, c'est pas uniquement la personne, l'encadrant qui apporte à la personne porteuse de trisomie 21, mais je pense que c'est véritablement un échange. Il y a toujours quelqu'un pour être avec nous pour faire les activités. C'est le genre de truc qu'on n'a pas souvent l'habitude de faire, quoi. Comme par exemple de l'avion. De faire un rêve, quoi, d'être dans un autre milieu où on peut oublier un peu notre maladie et puis s'amuser, quoi. C'est super. C'est pas comme des infirmiers, c'est des amis. Voilà, c'est des amis. On a une phrase qui explique à ces exercices-là, c'est « aide-moi à faire tout seul ». C'était génial! J'aimerais que vous nous parliez un peu de la Fondation. Donc, la Fondation a été créée en 2002. C'est ça. Un certain nombre de projets, notamment à Mulhouse. Je pense que tout le monde ici souhaitera en savoir plus. Voilà. En fait, comme vous voyez, comme vous avez vu, la Fondation Réunica propose, subventionne des associations qui vont proposer des activités culturelles au bénéfice de personnes fragilisées par la maladie ou le handicap. Nous, ce qu'on veut vraiment, et ce qui est important, c'est la relation humaine et c'est faire changer le regard sur le handicap. Le Centre européen des fondations
nous a proposé un projet qui s'appelle le projet des Ligues des villes historiques, dont le principe est de mettre en commun des fondations privées, des fondations d'entreprises et des villes, et donc des acteurs publics, et de les faire travailler ensemble pour améliorer l'accessibilité. Il y a aujourd'hui 6 villes en Europe qui mènent le même projet, et le principe c'est de créer un mini laboratoire, une plateforme de bonnes pratiques où en fait on se réunit régulièrement et on se dit voilà, dans telle ville pour telle problématique, en Espagne on a fait ça et en Italie on a fait ça et du coup ça donne peut-être des exemples pour qu'en France on fasse pareil ou que si ça ne marche pas on ne le fasse pas. Voilà. Donc c'est vraiment le principe. Alors c'est pareil, juste un instant, j'ai préparé quelques images en fait. C'est un projet qui en fait est mené par les fondations, donc le Centre européen des fondations qui en fait vise à améliorer le circuit touristique en Europe et à rendre en fait des villes historiques plus touristiques et accessibles pour tous. Donc on est dans le principe de vivre ensemble et vivre tous ensemble. Donc le principe c'est de mener des projets pilotes qui sont mis en place en même temps dans différentes villes. Donc vous avez Lucca en Italie, vous avez Turin en Italie toujours, Avila en Espagne, Viborg au Danemark et Mulhouse en France. Voilà. Les objectifs, c'est d'améliorer l'accessibilité, d'œuvrer par l'exemple, de concevoir des projets pilotes de mise en accessibilité, de servir de plaque d'échange pour les bonnes pratiques, de suivre une méthodologie commune, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de normes européennes. Ça viendra certainement, mais aujourd'hui, il n'y a pas de normes européennes. Et puis, surtout, ce qui est très important, c'est une conception globale de l'accessibilité. C'est-à-dire qu'il ne faut pas simplement qu'il y ait un bâtiment accessible, mais on est bien sur un circuit touristique. C'est de rendre complètement accessible du départ, donc du transport. Donc il y a tout qui est pris en compte, en fait. Du transport, c'est vraiment la chaîne d'accessibilité. Voilà. Le principe étant d'essayer d'optimiser des savoir-faire locaux également, pour avoir une adhésion locale dans chaque ville et dans chaque pays. Donc pour chaque ville et fondation, en fait, le principe a été de créer un circuit touristique accessible intégralement, donc d'intégrer les sites touristiques, d'avoir un circuit qui vaille vraiment le coup, donc au moins 1 kilomètre. Le principe était donc pas de mettre... voilà. De rendre donc, les rues empruntées par ce circuit accessibles, l'accès aux bâtiments, de prévoir des moyens de transport adaptés, une formation à l'accueil des publics, une sensibilisation des citoyens, parce que c'est vrai que si les citoyens ne sont pas intégrés en fait, dans le projet, quelque chose de bête, mais des gens qui sortent leurs poubelles, et maintenant le circuit n'est plus accessible. Communication sur différents supports de communication de la ville. Évidemment, l'objectif étant de viser tout type de handicap et d'ouvrir vraiment au plus large, puisqu'on s'aperçoit qu'en fait, quand on parle d'accessibilité, finalement, c'est de parler de vivre ensemble. En France, je vais vous parler de l'exemple de Mulhouse plus particulièrement. Donc le principe, en fait, nous avons été choisis par le Centre européen des fondations. Alors pourquoi la fondation Réunica? Je ne sais pas si vous avez vu, mais dans le film, on n'est pas des spécialistes de l'accessibilité. Par contre, on a vraiment envie de changer le regard sur le handicap et je crois qu'on a été choisis parce qu'on était une fondation qui avait vraiment envie de faire des choses. Voilà. Et le fait de ne pas être spécialiste de l'accessibilité nous fait apporter un regard qui est tout neuf. On a été chercher des experts parce qu'on ne savait pas faire. Vous allez voir un peu la démarche, je pense qu'on est sur le sujet un peu novateur, parce que justement, comme on ne savait pas faire, on s'est entouré
de tout un groupe de travail, et sur Mulhouse et parisien, et de gens qui savaient faire et qui nous ont donné plein de méthodologies, plein de façons de faire, et on essaye de travailler comme ça tous ensemble. On a cherché une ville partenaire. Il faut savoir qu'on est parti d'un échec, c'est-à-dire qu'on est parti très très vite en fait avec la ville de Tours. Et puis au bout de quelques mois, la ville de Tours nous a dit ben, non, on ne fera pas ce projet avec vous. Et là, on s'est retrouvé finalement fondation mais sans ville. Donc il a fallu relancer tout le processus. Donc là, on a complètement mis les choses à plat. Et on a cherché une ville qui était sensible au handicap. Voilà. On est parti sur ce sujet-là. On a étudié 11 villes. Et parmi 11 villes, on a choisi Mulhouse parce qu'ils avaient un projet de rénovation de leur centre-ville. Voilà. Et qu'on s'est dit, puisqu'ils vont rénover leur centre-ville, c'est peut-être une très bonne un bon moyen de mettre l'accessibilité et de travailler, voilà, s'il y a bien un moment où il faut faire quelque chose et il faut essayer d'être au cœur des projets pour faire changer. Voilà. On a choisi Mulhouse vraiment parce qu'on est arrivé voilà, ils avaient un projet qui s'appelle Mulhouse Grand Centre qui était de la rénovation complète de leur centre-ville. Extraordinaire pour nous. Quoi. Lesquelles de villes Mulhouse? Non mais parmi lesquelles? Dans les villes, les 11 villes étudiées. Oh là là, si je sais, mais ça fait plus d'un an et demi, donc je vais vous en dire 4 ou 5, mais peut-être pas les 11. Donc il y avait Nantes, Orléans, Lyon, Bordeaux, voilà, il y en a d'autres, il y en avait 11 qu'on a étudiées. On ciblait des grandes villes. Au niveau du groupe de travail, on travaille sur 2 pôles. Un groupe ressources, appelé ressources en fait, auprès de la fondation, donc, qui est plutôt parisien, et qui nous amène en fait toute leur expertise au niveau de l'accessibilité. Donc c'est des spécialistes qu'on a été chercher. Donc on a des représentants du ministère dans le groupe de travail, on a des fondations spécialisées sur l'accessibilité. On a des gens spécialisés dans la communication autour de l'accessibilité. Voilà, on a un groupe de travail avec des spécialistes. Et puis il y a un deuxième groupe de travail à Mulhouse, autour de la ville. La ville travaillait beaucoup en fait avec énormément d'associations autour du handicap et elle fait vraiment beaucoup de choses. Donc elle continue avec ce groupe de travail et mène parallèlement en fait, et on essaye de mener parallèlement les 2 projets, nous en apportant en fait ce côté un peu hyper spécialiste et la ville hyper pratique. Voilà. Peut-être si on avance un tout petit peu sur Mulhouse, voilà. Là on est sur le groupe ressources. Donc c'est un peu tout ce que je viens de vous dire en fait. Voilà. Donc pourquoi le choix de Mulhouse? Donc c'est une politique forte autour du handicap, des travaux d'accessibilité dans les sites historiques. Et au niveau du tourisme, en fait, ils avaient déjà un pack découverte. Mulhouse est une ville de 113 000 habitants avec un patrimoine très diversifié. C'est-à-dire que c'est un petit peu, il y a un petit peu de tout. Il y a vraiment du bâtiment historique et puis ils ont également des bâtiments emblématiques du XXe siècle, très modernes, et ils mélangent un petit peu voilà, ces 2 côtés. Sur le principe, on a travaillé avec eux sur le recensement des points d'intérêt à rendre accessible. Aujourd'hui, donc, il y a un programme de mise en accessibilité des bâtiments, des commerces, des hôtels jusqu'en 2014. Donc c'est un projet qui a commencé en fait en fin 2010, mais qui se poursuit jusqu'en 2014 parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire. La ville aujourd'hui travaille vraiment en réseau complet, c'est-à-dire qu'elle intègre l'architecture, l'office du tourisme, les transports, le pôle handicap, le pôle personnes âgées, les espaces publics, enfin vraiment c'est voilà, les musées, les nouvelles technologies.
dans les actions que vous menez Mulhouse, en fait, donc c'est le patrimoine municipal, un itinéraire touristique, de la médiation, parce qu'on sait bien qu'en fait, s'il n'y a pas d'explication, s'il n'y a pas de sur un circuit touristique, s'il n'y a pas de sensibilisation, ça ne marchera pas. Je prends par exemple les commerces, en fait, si vous n'expliquez pas comment accueillir, quelle est la meilleure façon d'accueillir, je pense qu'on a des chances que la chaîne en fait, dont je vous parlais tout à l'heure soit rompue à un moment ou à un autre. Voilà, vous avez le circuit, aujourd'hui c'est 3,8 km que prévoit la ville, donc on est vraiment au-delà de ce que demandait la Ligue. Avec, alors que je vous les passe rapidement, donc vous avez des choses qui sont déjà faites, comme là c'est l'exemple de la place de la Réunion, qui est aujourd'hui totalement accessible avec donc des commerces mis en accessibilité et d'autres projets, donc la slide d'après, où en fait vous avez ce qui arrive, enfin ce qui est aujourd'hui en fait c'est un parking. Est-ce que ça sera demain? En fait ça sera une place, puisqu'il y a un certain nombre de centres d'intérêt sur ce parking, ça sera une place où en fait on pourra se promener beaucoup plus librement. Ce que je voulais surtout insister, c'est que ce projet, il aboutit. Alors, là, je vous parle que des côtés positifs. C'est long, hein. Plus on est nombreux autour de la table, et plus c'est difficile de convaincre et d'avancer. Donc, c'est un projet, comme je vous disais, en fait, sur 4 ans, donc c'est très très long. Néanmoins, c'est un très beau projet humain. Et aujourd'hui, on en est aux phases plutôt pratiques, hein, puisque 2010-2011, c'était surtout des travaux de voirie. Aujourd'hui, on en est à des travaux, nouvelles technologies, beaucoup plus de projets différents. Mais avant tout, ce projet ne voit le jour que grâce aux hommes et aux femmes qui travaillent ensemble. Et ce que je voulais dire, en fait, vraiment pour nous, Fondation Réunica, ce qui est important, c'est de travailler ensemble et d'avancer sur ce sujet d'accessibilité. Merci beaucoup. Donc maintenant, la parole à Marcus. Donc c'est important parce que vous allez nous parler plus particulièrement de l'accessibilité comme un projet de société et de voir à travers les porteuses de nouveaux sens, j'ai bien compris, une nouvelle esthétique et elle est aussi un droit. Bonjour. Je me présente brièvement. Je suis directeur d'une petite association britannique qui s'appelle Jody Matters Trust for Accessible Digital Culture, qui donne des prix britanniques et internationaux pour le meilleur usage des technologies au service de l'accès au contenu culturel. Je suis aussi consultant indépendant en accessibilité du patrimoine et c'est un travail, surtout des contenus culturels, que j'ai fait depuis 25 ans, mais surtout en Grande-Bretagne. Pour l'amour du patrimoine, il se partage, ça va de soi, c'est naturel. Un point de vue philosophique, c'est une société qui refuse ce partage, n'est pas une société humaine, elle n'est pas non plus très cultivée, ce qui fait peut-être du mal quand on dit ça à des très grands intellectuels. Alors j'habite en Ardèche, dans l'Ardèche du beurre, il y a plus d'habitants, plus de moutons que d'habitants, et voilà le premier mur en pierre sèche que j'ai construit. C'est juste pour dire que je fais cela et mon travail parce que j'adore le patrimoine. Ici, je vais m'insérer dans des milliers de kilomètres de murs en pierre sèche. Et l'année prochaine, je vais réhabiliter les murs d'un cimetière protestant. C'est très intéressant. C'est un témoignage d'une culture oubliée, souvent ignorée dans l'histoire officielle de la France. Et pourtant, c'est un témoin très important du très lent apprentissage des Européens de la diversité culturelle, de la diversité de toutes les sociétés. Donc voilà pour dire que le patrimoine peut aussi incarner des faits sociaux. Alors là, je vais aller de l'avant, je vais essayer d'y arriver. Comment se fait-il qu'il va trop haut? Je vais vous amener à une visite de Trafalgar Square pour vous expliquer cette idée de projet social. Trafalgar Square, c'est la place de toutes les identités britanniques et mondiales. On y manifeste, on y a manifesté 18 ans
sans interruption pour la libération de Nelson Mandela. J'ai manifesté pour les droits civiques des personnes handicapées en 1994. Mais les enfants, ils se baignent dans la fontaine, ils mangent des glaces. Il y a des festivals de différents groupes immigrants britanniques, chinois, pakistanais, hindous, des festivals bouddhiques. Tout cela se déroule sur cette place. Cette place-là, elle se doit, comme je dirais, la populace dans sa diversité, on est propriétaire, se doit être accessible. Dans le nord de la place de Trafalgar Square, vous voyez la National Gallery, 5 millions de visiteurs par an. Et il y a 4 ans, on a créé une nouvelle entrée de plein pied accessible pour les usagers en chaise roulante. Je la trouve plutôt belle. Je pourrais faire un discours d'1 quart d'heure sur ses qualités architecturales qui ont quelque chose à faire avec l'art funéraire égyptien. Je ne vais pas le faire, mais je voudrais vous montrer l'image suivante, qui était la même entrée avant. Vous avez à peu près 7 ou 8 escaliers. Est-ce qu'elle était plus belle ou est-ce que c'est la place, l'entrée pour tous, qui est plus belle? Elle est très nettement plus belle, la première, et elle est utilisée par 80% des usagers. Cela est très intéressant. Un autre aspect de la diversité culturelle, pour moi, c'est encore montré par Trafalgar Square. Il y a 4 grands socles sur Trafalgar Square, 3 habités par de mauvaises sculptures équestres et de soldats britanniques. 3e choix. Il y a la 4e socle qui est resté vide jusqu'à il y a quelques années. Tous les 2 ans, il y a un concours international de sculpture. Il a été gagné par un artiste britannique, McQueen, qui a montré la belle Alison Lapa, qui est une artiste. Elle n'a pas de bras, elle est enceinte, elle est belle, elle est en marbre. Elle est beaucoup plus puissante sur ce socle que ces 3 statues équestres soldatesques. Et elle a été là pendant une année, en 2007, le résultat d'un concours tout à fait démocratique, avec un jury démocratique sans aucune pression politique. C'est le moment où en Grande-Bretagne, le handicap est totalement devenu visible. C'est très intéressant, il faut faire cela. Beaucoup de gens connaissent Trafalgar Square, mais ils n'ont jamais regardé le haut de la sculpture de Nelson, de la Nelson's Column. Et vous voyez là Lord Nelson en sculpture avec un seul bras. Il y avait une exposition au National Maritime Museum il n'y a pas si longtemps, et un visiteur était offusqué de voir beaucoup de lithographies de Nelson qui le montrait avec un seul bras. Sa raison était la suivante. Nelson n'était pas handicapé, c'était un héros de guerre. On avait mis en valeur son handicap. Alors, qu'est-ce que cela nous apprend des attitudes sociétales? Donc, une personne handicapée ne peut pas être un meneur de guerre, un chef d'État, un être créatif. Très, très intéressant. Donc, sur Trafalgar Square, c'est un peu un lieu de réflexion sur l'accessibilité du patrimoine, que je vous ai montré par l'accessibilité, l'entrée accessible de la National Gallery, mais au fond, tous ces aspects sociétaux et l'accessibilité de la culture sont totalement indissociables. Je pense que quand une place ou un bâtiment se met à vivre d'une façon accessible, il fait plus que d'être accessible, il fait parfois plus que de présenter une haute qualité d'usage, dont vous avez eu des présentations hier. En quelque sorte, il manifeste les transformations de la société qui se dit, mais oui, nous ne voulons plus être une société de type élitiste ou bourgeoise du 19e siècle, nous voulons que toute la société se fête là-dedans. Il y a comme ça des manifestations d'un autre type de civisme du 21e siècle qui reflète cette qualité de diversité des populations qui habitent nos villes, qui habitent de plus en plus aussi nos campagnes. Et c'est à l'affût de cela qu'il nous faudrait être. Aussi, tout près de Trafalgar Square, la porte à côté, la National Portrait Gallery, c'est que l'accessibilité du patrimoine, c'est aussi celle des services, c'est-à-dire des collections, mais de tous les types d'activités que les musées ou les lieux du patrimoine font, et c'est aussi du marketing. Voici un vernissage à la National Portrait Gallery. Vous voyez que le monde dans sa diversité est déjà pas mal représenté, des usagers de chaises roulantes, des personnes de différents groupes ethniques ou raciaux. C'est pas seulement parce que Londres est une ville diverse, les personnes de groupes minoritaires sont en général sous-représentées, c'est parce que cette galerie-là, ce musée-là,
mène une politique de marketing tout à fait, je dirais, positivement agressive envers les publics minoritaires. Pour cela, il faut évidemment changer l'offre intérieure, rendre les lieux plus accessibles et représentatifs. Il y a un travail de transformation intérieure qu'il nous faut faire pour rendre la ville et le patrimoine accessibles. Je vous donne une image que j'ai vue à Atlanta au mois de novembre du High Art Museum à Atlanta. C'est un musée qui a été conçu par un architecte moderniste très connu qui s'appelle Richard Meyer. Je le mentionne parce qu'il fait déjà partie du patrimoine, comme certaines œuvres contemporaines qui sont très intéressantes. Ici, chacun utilise au fait une rampe qui tourne un peu en rond autour d'un bâtiment qui n'est pas carré. Vous avez 3 niveaux de rampe, tout le monde l'utilise. Il y a l'ascenseur au choix. Mais voici un architecte qui a consciemment essayé de dessiner une nouvelle qualité de la visite du lieu, parce que depuis cette rampe, on peut aussi voir les œuvres, on peut voir ce qui se passe en bas, on devient acteur et voyant en même temps. Donc ici, vous allez peut-être l'aimer ou pas, il y a, parce qu'on pense à l'accessibilité, on finit par modifier un peu l'architecture, mais je trouve cela assez intéressant comme démarche. Et il faudrait que nous puissions recenser ce type de réalisation architecturale pour que nous puissions aller plus loin. Et c'est un peu le travail que le ministère de la Culture et les organisateurs des conférences que vous avez en France ici sont en train de faire. Ça se fait pour l'instant nulle part ailleurs au monde, donc c'est juste pour dire que nous vivons aussi au niveau de la réflexion et de la mise en réseau des expériences possibles, une très très belle époque. Je vous montre un peu une image de Queen's House qui a été discutée à la conférence de Versailles. Queen's House on voit pas le titre, est un bâtiment très beau qui a été rendu accessible simplement en changeant l'entrée sur le rez-de-chaussée pour tous, vers une entrée pour tous au sous-sol. Pour cela, il fallait en quelque sorte sous-élever le sous-sol et ajouter 2 pierres à ce bâtiment classé, très iconique pour la Grande-Bretagne. Et ce qui était très intéressant à ce moment-là, c'est d'abord que English Heritage, qui donne les permissions, comme ici peut-être le ministère ou le gouvernement, l'a donné. En quelque sorte, ces 2 marches supplémentaires ne dénaturalisent, ne rendent pas plus moche ce bâtiment. Il lui donne une certaine qualité baroque qu'il n'avait pas avant, mais qui va bien avec le style d'Inigo Jones en attendant. Ceci dit, ce qui était extraordinaire dans ce bâtiment, et à Versailles nous avons eu 5 ou 6 exemples d'autres pays et de France qui montraient cela, c'est qu'en changeant d'entrée pour tous, on a mis en valeur le patrimoine, parce que le rez-de-chaussée avait une salle de réunion assez extraordinaire, une sorte de lobby, de salle d'entrée, et la billetterie a été enlevée, elle a été mise au sous-sol. Donc en quelque sorte, le patrimoine a été montré dans toute sa splendeur. L'image suivante est que j'en avais parlé à des amis qui sont venus nous visiter en Ardèche, où ma femme donnait cours de yoga à ces personnes-là. Ils disaient, mais notre fille s'est mariée à Queen's House. Et elle m'a envoyé une photo du mariage, et qu'est-ce qu'on voit parmi les amis de Peter et de Janet, qui se sont fraîchement mariés, l'un de leurs amis en chaise roulante. Next slide. Alors ce que cette belle fête du mariage, qui est quand même l'un des, qu'il soit civil ou qu'il soit religieux, il y a toutes les formes de mariage possibles, quand il n'exclut plus les amis, parce que l'endroit où le mariage a lieu et que le patrimoine y contribue, à ce moment-là, vraiment, on finit par investir le patrimoine de valeurs humaines. Je trouve qu'il n'y a pas d'exemple beaucoup plus beau pour parler d'accessibilité que cette photo de mariage. Là encore, je parlais de la réception accessible des expositions. Nous avions une discussion déjà sur le tourisme et la culture accessible hier. Nous avons surtout vu des exemples de bonnes pratiques. Alors je voulais un peu problématiser cela. Là, on voit mon neveu qui a le syndrome d'Asperger, qui vient d'Écosse et qui avait trouvé un puzzle à faire. Et son intelligence, qui est très mathématique, très linéaire, a pu s'en donner à cœur joie. Pendant 15 minutes, il a remis de l'ordre dans ce puzzle en plein désordre, ce qui m'a donné l'occasion et la liberté à moi de regarder l'accessibilité pour les personnes aveugles. C'était l'Hôtel Dieu, le Puy-en-Velay.
très belle architecture dépouillée dans la conception, des maquettes architecturales pour les voyants. Cette maquette très dépouillée, au fait, a un style de design, de conception qui pourrait très très bien convenir aux personnes en situation de handicap visuel. En revanche, ce travail de mise en accessibilité n'a absolument pas été fait. Il n'y avait pas de légende de cartel en braille, il n'y avait pas de description en audio, par exemple, des bâtiments ou un guide en braille. On a 3 ou 4 bâtiments patrimoniaux extraordinaires du Puy qui sont présentés en maquette, mais pas à la même échelle. Donc si une personne aveugle les touche, à ce moment-là, elle est un peu jetée, elle est un peu confuse parce qu'elle n'a pas une mise en valeur spatiale. C'est des choses qui auraient pu être très très simples. C'est dire que parfois le design n'est pas loin de l'accessibilité, mais très souvent l'accessibilité n'est pas prise en compte. Et cela aurait rendu l'endroit beaucoup plus intéressant pour tout le monde. Alors les cartels aussi en Puy-en-Velay, j'ai appelé cela ces cartels qui tuent les bizarres obsessions des designers, c'était l'exemple d'avant. C'est qu'il y a une obsession que je vois surtout en France de mettre des surfaces réfléchissantes, du texte sur des fonds sans contraste, et on finit par s'aveugler et par ne plus rien voir. Il y a donc toute une grande tradition de grand design magnifique, mais qui transforme l'expérience du musée en une sorte d'instrument de torture. Je trouve cela aussi dans d'autres pays, mais il y a des spécialités françaises à ce niveau-là, et c'est surtout au niveau de l'information. Je suis désolé, oui. de demander à notre ami si on peut accélérer un tout petit peu. Oui, d'accord. Alors très vite. Alors en 2-3 minutes, on va plus loin. On va plus loin, on va plus loin. On va plus loin. Alors on va plus loin. Ah bon, alors bon, je me suis mal pris. Je voulais juste dire que, avec l'exemple que j'ai donné, l'accessibilité des contenus culturels pour la personne aveugle est tout à fait fragmentaire. L'information n'est pas accessible, le contenu culturel, la maquette ne sont pas accessibles. L'information sur l'accessibilité du lieu culturel n'est pas accessible. Donc nous sommes très très loin d'une sorte de chaîne de déplacement ou d'une chaîne d'accessibilité où tous les éléments du maillon se retrouvent. Nous avons beaucoup de travail à faire et pour cela il faut vraiment nous référer à la Convention des Nations Unies qui parle du droit d'égalité dans la vie culturelle. Et je vous propose une façon un peu pratique d'aller vers l'égalité, qui est un peu une utopie. C'est la recommandation R92 du Conseil de l'Europe, qui parle des organisations publiques qui devraient développer des politiques d'accessibilité et des plans qui amènent à des améliorations significatives et durables du patrimoine pour toutes les personnes handicapées. Alors avec l'exemple du Puy-en-Velay, je prendrai toute la nouvelle exposition, je verrai qu'est-ce qui est significatif. Je ne pourrai jamais tout présenter en langue des signes, tout en lecture facile, tout en audio-description, tout avec des maquettes. Le budget ne suffirait pas. Il faudrait utiliser toutes les ressources du musée ou des lieux culturels rien que pour cela. Alors faisons une analyse dans nos outils d'accessibilité qui analyse et qui repère, qui identifie les aspects significatifs. Et ensuite, ayons un plan de la moyenne et de la longue durée pour peu à peu, piano piano, step by step, d'augmenter l'accessibilité. Voilà une démarche pratique et je m'arrête plus ou moins là-dessus. Voilà. Donc la fondation demeure historique pour l'avenir du patrimoine. Elle a été créée donc en 2008 sous l'égide de la Fondation du patrimoine de France, la Fondation de France, excusez-moi. Elle a trois objets: encourager la conservation, la sauvegarde et la mise en valeur des monuments historiques. Donc encourager la conservation, la sauvegarde et la mise en valeur des monuments historiques qui sont classés ou inscrits, qui sont privés au public, afin d'assurer leur transmission aux générations futures. Favoriser l'accès de ce patrimoine au plus grand nombre. Notamment aux personnes en situation de handicap moteur, visuel, auditif ou intellectuel. Et développer toute action de formation relative à la préservation et la transmission de ce patrimoine. Donc dans ce cadre, la Fondation a mené plusieurs actions concrètes, à savoir, nous avons apporté notre soutien, la Fondation a apporté son soutien à 35 projets à hauteur de 366 000 €, donc depuis 2008. C'est-à-dire 143 000 € pour encourager la restauration de 12 monuments privés au public,
Donc ça, c'est le premier objet. 135 000 € pour encourager la mise en accessibilité donc, de 7 monuments et de 4 jardins historiques. Je rappelle en fait qu'il y a une aide à projet accessibilité monument, une aide à projet accessibilité jardin et 51 000 € répartis en 12 bourses d'études liées au patrimoine historique, soit la recherche ou sur les métiers d'art. Donc c'est vraiment une dimension artistique, une dimension liée aux générations futures, à la prise en compte du handicap et à mener des actions, à accompagner ces projets. Donc nous sommes dans une aide à projet et pas un prix, c'est-à-dire que nous accompagnons le projet. Je vous propose maintenant de parler de 3 projets plus spécifiques. Donc 3 exemples soutenus par la Fondation, le Moulin de la Bellassière en Eure-et-Loire, le musée du Saut du Tarn dans le Tarn et la ferme de Gy en Haute-Savoie. Là, c'est une photo qui vous montre l'importance de la Fondation et de ses actions à travers les personnes qui sont réunies. Donc le Moulin de la Bellassière. Le Moulin de la Bellassière a ce de particulier que pour des raisons de perspective, la marquise de Pompadour a apposé sur un moulin la façade d'un château. Façade qui n'a jamais été ouverte. Donc on voit que les fenêtres ne sont pas murées pour des raisons fiscales. Elles n'ont jamais été ouvertes parce qu'elles ne correspondent pas du tout à la hauteur notamment du moulin. Donc c'est vraiment une perspective par rapport au jardin. Parce qu'il y a un vertugadin, il y a tout un ensemble architectural d'un jardin qui existait au XVIIIe siècle. Et c'est par rapport à l'embellissement de ce jardin qu'elle a mis cette façade sur le moulin. Donc une association a été créée, constituée, pour réaliser un projet dans le domaine du handicap qui s'appelle Pas de sens interdit, dont les objets sont définis, je ne vais pas les rappeler, vous les avez à l'écran. Mais l'objectif, c'est donner un sens. Donc on considère qu'un sens en moins n'est pas pour autant un sens interdit. Et Pas de sens interdit est une marque déposée. Donc il y a eu l'accord avec les organismes qui utilisent cette marque, ce qui est assez amusant. Donc c'est un projet qui est soutenu par la Fondation. Là donc c'est la remise de l'aide, ce sont les entreprises qui accompagnent ce projet. C'est un projet qui a permis de lever 70 000 €. Donc le jardin est actuellement en cours de réalisation, les travaux, la VRD, c'est donc un très gros projet. C'est l'exemple type de projet que nous pouvons aider. Là vous avez le plan. Et ça montre la répartition de ce jardin. Il y a 3 parties plus marquées. Une partie qui sera un potager moyen nageux, une partie 18e, une partie découverte assez design, sur un bâtiment qui est rectangulaire. Là, c'est le type de manifestations qui sont organisées. Donc là, c'est intéressant parce que ce sont souvent les jeunes qui arrivent en premier. Parce que là, vous avez 7 fauteuils roulants, on ne voit pas les autres. Mais ce n'est pas une question d'âge, beaucoup ont lâché prise, n'ont pas été plus loin. Là, c'est un jeu. Alors, la photo n'est pas forcément très bonne, mais l'objectif, c'est que vous avez une personne qui est avec une canne, une personne qui n'a pas de canne, les deux ayant un arrosoir. Et l'objectif est de mettre de l'eau dans ce seau. Et c'est intéressant de voir qu'ils sont guidés par les autres, et ils essaient de mettre par ce jeu leur sens en éveil et en l'espèce la vue. Donc le musée du Saut du Tarn, c'est un très beau projet, c'est un projet d'une aciérie, des fourneaux. Là vous voyez l'ensemble qui est très important, ce sont les toitures les plus importantes au centre. Là, le plan du musée, l'objectif c'est de fournir le maximum d'informations sur l'usine avant-guerre, après-guerre, et de voir au niveau du four électrique, enfin du convertisseur, on retrouve tous les éléments qui existaient à l'époque. Là, vous avez une maquette avec des dynamos. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment une sensibilisation au handicap, que l'on ne voit pas forcément ici, mais qui permet facilement à tous de bénéficier des mêmes informations. Par exemple, il y a un tunnel avec des appareils électriques à différentes hauteurs. Parfois, c'est rappelé en haut et en bas
Enfin, je trouve ça vraiment très intéressant comme projet. Alors, vous avez également la ferme de Gy. Alors, la ferme de Gy, c'est un exemple par rapport à l'accessibilité, du circuit d'accessibilité. Donc, vous voyez le plan, on voit très bien la façon dont vous avez des cheminements handicap, soit des cheminements extérieurs, soit des cheminements intérieurs. J'ai eu l'occasion de voir des photos sur ce que ça rendrait. Et il y a vraiment un intérêt particulier. Nous avons soutenu donc ce projet. Au niveau des aides à projet, donc important, il ne reste pas beaucoup de temps. D'ailleurs, je crois qu'il vous reste jusqu'au 25 janvier pour déposer un dossier. Si cette année vous voulez déposer un dossier, nous apportons donc 50 000 €, entre 40 000 et 50 000, parce que nous ne sommes pas amenés à dépenser forcément ces sommes, pour accompagner donc des projets de 30 000 € sur accessibilité monument et 20 000 € sur accessibilité jardin, sachant que de plus en plus de nombreux projets de qualité, vraiment de grande qualité, sont déposés et le choix est particulièrement difficile. Voilà, donc vous trouverez toutes ces informations sur le site de la Fondation Demeure Historique, www.fondationdemeurhistorique.fr, le numéro de téléphone également. Vous avez ici la page du site en question. Donc c'est vraiment une très belle réalisation, ayant participé à sa création, et on a la chance de voir des applications concrètes dans le cadre des bâtiments historiques. C'est-à-dire que nous ne sommes pas en train de parler aujourd'hui de toutes les difficultés, parce qu'on sait très bien autour de cette table toutes les difficultés qu'on peut rencontrer, mais de voir que par des projets, ça avance, qu'il faut encourager des projets, et que nous sommes là aussi pour aider la réalisation de ces projets, parce qu'on estime que c'est comme ça que les choses bougeront. C'est notre vision des choses. Donc je propose maintenant de vous poser deux autres questions. Je crois que j'aimerais savoir quelles sont les contraintes, à tous les deux, que vous avez rencontrées et les solutions que vous avez apportées. Dans le projet Ligue des villes historiques, une des premières contraintes, en fait, nous, ça a été de trouver des partenaires, des gens qui pouvaient nous aider, des associations qui étaient prêtes à proposer des projets. Et puis, outre le fait de trouver une ville, une fois qu'on avait trouvé une ville, c'est de trouver les bonnes idées. Parce que c'est bien de vouloir faire une plateforme de bons échanges, mais il faut pouvoir échanger quelque chose, quoi. Alors comment on a fait? Voilà, on fait appel, on intervient le plus possible dans des endroits comme aujourd'hui pour faire appel à des spécialistes. Pareil, nous aussi, on a utilisé Internet pour rechercher des partenaires, des échanges. Voilà. Donc une des solutions, c'est de se rencontrer. C'est une très bonne façon peut-être pour faire écho à ce que vous dites. Il faut se rencontrer. Je suis plutôt consultant au niveau de politique. Je mets des gens en réseau dans plusieurs pays. Alors je ne vais pas vous donner beaucoup de conseils pratiques sur les solutions qu'on a trouvées, mais j'aimerais dire certainement que l'une des grandes contraintes, c'est pour moi qu'il faut un changement de mentalité. C'est-à-dire que plutôt voir le possible que l'impossible. Ne pas dire c'est impossible avant d'avoir exploré tout le champ du possible. À ce moment-là, on crée des miracles à tous les niveaux, que ce soit au niveau des politiques, au niveau des réalisations pratiques. Toutefois, dans le cadre ancien bâti, je peux vous donner quelques exemples de solutions que les organisations ont trouvées. Vous avez peut-être trouvé des solutions similaires. Mais Strawberry Hill à Londres est un bâtiment très intéressant que possédait le roi George. Un bâtiment classé, on ne pouvait pas le rendre entièrement accessible, alors on l'a rendu à 80% accessible. Donc la loi britannique, elle permet de faire ce qu'on appelle des aménagements raisonnables selon le budget qu'on a, les moyens qu'on a, les ressources qu'on a. On a aussi analysé qu'il y avait un aspect, un lieu important qui n'était pas accessible, c'était la bibliothèque. Alors elle était c'était l'un des 3 ou 4 joyaux de Strawberry Hill. Qu'est-ce qu'on en a fait?
Pour une organisation riche, on peut faire un DVD qui montre, un multimédia qui montre ce lieu qui n'est pas accessible à l'usage de chaises roulantes. Alors, bon, voilà, ou à mobilité réduite. Mais est-ce nécessaire, est-ce suffisant? Et je dirais, on peut aller bien au-delà. On peut, dès le départ, concevoir le multimédia qu'on fait comme un multimédia pour tous, qui crée une nouvelle et offre une nouvelle expérience de cette bibliothèque à tout le monde. C'est-à-dire qu'on offre peut-être aussi quelque chose d'autre que les personnes y voient d'habitude. Qu'on donne de l'audio-description pour les personnes malvoyantes, qu'on envisage de la donner en langage des signes, qu'on donne des supports multimédia. Je ne sais pas si vous connaissez Gardner, Gardner a créé une théorie des multiples intelligences. Qu'il y a des personnes qui sont plutôt cérébrales, d'autres qui sont plutôt tactiles, d'autres qui sont plutôt auditives. Et on se rend compte qu'on apprend le mieux, souvent, beaucoup de gens, quand on a 2 ou 3 supports. Donc à ce niveau-là, aller dans le multimédia, dans les supports multiples, parce qu'au fond, moi j'absorbe de l'information par plusieurs sens. Donc à ce moment-là, dès le départ, aller vers une solution plus inclusive. Voilà peut-être un conseil pratique. Si vous êtes très riche, faites des maquettes, faites plein de choses. Si vous êtes un lieu qui a très peu de moyens, et il y en a beaucoup, pourquoi ne pas trouver un album de photos qui montre ce que la bibliothèque est. Cette bibliothèque, elle a une histoire, on peut montrer une photo ancienne, une photo moderne, montrer ses transformations. Donc là aussi, créer une présentation qui est intéressante et qui va au-delà de la représentation d'un fait, mais qui offre une véritable expérience à la personne dite en situation de handicap, mais pourquoi pas à chacun. Voilà, soudain il y a un monde de possibles dans un contexte inclusif qui peut se présenter. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Vous m'avez demandé quelles sont les évolutions nécessaires. Je pense qu'il y en a qui sont importantes à tous les niveaux. Dans le cadre bâti ancien, on parle toujours du rôle du design et de l'architecte. Il y a peut-être une évolution à faire dans beaucoup de pays parmi les architectes qui donnent les autorisations de mise en accessibilité. Une belle leçon, c'est celle d'English Heritage qui donne les autorisations ou pas. En 1994, avant la loi anti-discrimination en Grande-Bretagne, elle disait non à 90% des demandes de mise en accessibilité. En 2000, elle disait oui à 80% des demandes de mise en accessibilité. Ce n'est pas seulement parce qu'il y avait un nivellement par le bas de la qualité de l'architecture, c'est aussi que peu à peu, les mentalités se sont ouvertes, qu'on s'est rendu compte qu'on peut faire de l'accessibilité qui est belle, qui respecte le patrimoine et qui parfois en plus lui découvre de nouveaux usages ou qui met en valeur le patrimoine d'une façon plus belle. Je crois que le même processus est en train de se passer en France, du moins dans certaines parties de la France. Il faut œuvrer dans ce sens-là. Je pense à une autre profession, ce sont les concepteurs d'exposition. Je pense que là aussi, et pour les architectes, ce qui manque, c'est une formation qui touche au fait l'architecte, le jeune architecte, la jeune architecte, les jeunes designers, non pas dans leur capacité intellectuelle d'engranger des lois, des faits, des nombres, des normes, mais au fait qu'ils les touchent dans leur créativité profonde. C'est à ce moment-là qu'elle se déploie le plus. Or, qu'est-ce que je constate? Que pour l'instant, il y a très peu de pays au monde qui offrent à ces jeunes architectes ou aux preneurs de décision des collectivités territoriales ou les directeurs de musées des ouvrages en ligne ou imprimés d'architecture qui vraiment nous mettent l'eau à la bouche, qui nous donnent l'envie de faire de la conception universelle et accessible des lieux du patrimoine, des lieux culturels et de tous les autres lieux. Et je pense qu'avec toutes les mouvances qui se passent ici en France, où j'habite depuis 3 ans, il me semble qu'il y a effectivement, comme dirait Valérie Fletcher, l'intelligence nécessaire, je dirais aussi les compétences nécessaires, y compris celle de savoir ce que nous ne savons pas encore, c'est la plus importante, et qu'on pourrait s'acheminer vers des outils comme cela. Parce que pour moi, ça reste essentiellement un défi créatif, qui est le défi de l'humanisation de la société entière. Voilà. Peut-être à rajouter, bon, je suis avocat aussi au barreau de Paris, et je crois que c'est important, c'est vraiment de préparer pour vous cette jurisprudence qui va bientôt tomber. C'est un conseil que je me permets à donner ici aux fournisseurs de services, parce qu'il y aura un certain nombre de difficultés, il faut les budgéter maintenant.
Là, je ne suis pas en train de plaider pour ma paroisse, parce que je ne vous dirai pas ça si véritablement, je vous dirais, attendons au contraire 2015 pour pouvoir parler de ce sujet-là. Est-ce que vous avez éventuellement pour conclure un mot positif à nous donner? J'allais dire, voilà, pour moi l'accessibilité c'est avant tout vivre ensemble. Enfin, je sais que quand on a commencé le projet, on était vraiment sur on va dire le handicap. Et puis on s'est aperçu que finalement c'était très réducteur et qu'on intéressait assez peu de monde, pour être très honnête, en parlant juste du handicap. Et que finalement, on a tous des valises et une rampe d'accès, c'est bien pratique. On a tous des parents âgés et que des chaises ou des endroits où s'asseoir, c'est bien pratique sur un circuit. Bref, que l'accessibilité et que les choses qui sont prévues vraiment pour les personnes en situation de handicap sont vraiment utiles pour tout un chacun. Et on s'est aperçu qu'on intéresserait, enfin en tout cas qu'on toucherait beaucoup plus de monde si on disait c'est pour nous tous d'abord et plus particulièrement pour. Et c'est vrai que on s'aperçoit que les mots sont importants aujourd'hui et que ce langage en fait, c'est ce que vous disiez, on est en train de changer et nous qui avons pris le chantier, j'allais dire il y a 2 ans et on était vraiment nouveaux, on s'aperçoit que ce discours est intégré de plus en plus et que c'est important de parler comme ça. Pour moi, la bonne nouvelle, c'est que vous êtes nombreux à être ici aujourd'hui. Il y a parmi vous pas mal de gens qui ont des expériences. Il y en a pas mal qui ont des questions. Voilà. Pour rebondir, donc on attend vos expériences et vos questions. Plutôt vos expériences, d'ailleurs. Une question pour vous, monsieur. La fondation, elle est subventionnée par qui, en fait? Alors, elle est subventionnée par les dons qui sont donnés, purement des dons qui sont apportés par des membres de la demeure historique, par d'autres membres qui sont intéressés par l'histoire et par l'objet indiqué. Sachant que nous offrons des considérations fiscales, donc c'est toujours intéressant pour les donateurs qui seraient certainement ici pour nous aider. Est-ce que vous pouvez nous parler d'une autre expérience éventuellement? Je pense à peut-être une expérience qui est utile parce qu'elle nous montre que nous avons du chemin à faire et que nous devons non seulement trouver des solutions locales, mais je dirais structurelles à haut niveau et stratégiques au niveau national. En 2005, la Tate Modern, c'est un grand musée, a créé un site internet avec des images de Matisse et de Picasso avec des couleurs contrastées qui étaient décomposées et recomposées pour que des personnes malvoyantes puissent les voir mieux. Il y avait un tableau de Matisse, pour donner un exemple, qui s'appelait Les Marocains, qui était au fait 3 tableaux en un. Et il n'y a presque aucun voyant qui ne pige ce tableau. Pourtant, il est important dans le passage de l'art figuratif à l'art moderne. Et en créant cette ressource en ligne, le musée, au fait, a créé une ressource pour tout le monde, parce que la qualité d'analyse visuelle de ce tableau et de présentation et de médiation était tellement bonne que tout le monde l'aimait bien. Il y a une petite histoire là derrière, c'est que les familles Picasso et Matisse ne voulaient pas donner le copyright jusqu'à ce que je leur dise mais que c'est seulement pour les personnes aveugles et malvoyantes. Et après, en fait, beaucoup de personnes voyantes l'utilisent. Mais ils ont aussi quelque chose qui est par exemple des dessins noir sur blanc que l'on peut imprimer en relief dans une école pour personnes aveugles ou dans des centres où il y a des personnes aveugles, etc. Et qui peuvent donc lire une documentation en ligne et utiliser un dessin en relief. Alors là, ça me frappe, ça m'interloque parce que l'Internet offre une possibilité absolument mondiale pour que ce type de ressources puisse être utilisé. Et si je pense par exemple aux personnes sourdes en France ou dans d'autres pays, il y a de plus en plus de dispositifs en langue des signes française ou langue des signes américaine. Enfin non, les Français sont en avance sur les Américains. C'est intéressant de savoir ça, peut-être pas sur les Britanniques, mais
que la personne sourde, elle n'aura rarement le temps d'aller visiter tous ces endroits où se trouvent ses ressources. Il faudrait qu'elle mette probablement toutes ses ressources dans ce défi. Ensuite, souvent, c'est pour un quart d'heure, pour 20 minutes, et donc le voyage en vaut-il la peine? Il faut vraiment penser à cette chose-là. Alors, avec l'Internet, le secteur culturel, le tourisme, il a en fait les moyens de créer des ressources en ligne et de les mettre en réseau. Parce que des personnes en situation de handicap peuvent passer des siècles parfois à trouver l'information sur les ressources accessibles. Voici un défi qui existe au niveau national, mais il existe aussi au niveau des collectivités territoriales. Et il existe aussi au niveau, par exemple, de la manière dont on présente l'information sur l'accessibilité. Donc, juste pour dire que ce seul exemple, il est resté unique au monde. Disons maintenant, je connais trois sites qui offrent des dessins en relief pour les aveugles dans des lieux culturels, mais ce n'est pas encore une liberté culturelle. Donc, j'aime bien cet exemple parce qu'il nous interroge sur le besoin d'aller de l'avant et de déployer notre créativité justement pour changer le monde tel qu'il est aujourd'hui. Oui. Voilà, je mets à disposition, donc si ça vous intéresse, un petit peu d'informations sur la Ligue et puis aussi ce qu'on a fait au musée du Louvre. La Fondation Réunica a financé la nouvelle exposition de la galerie tactile. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais au Louvre, en fait, il y a une galerie où il est autorisé à toucher les œuvres. Donc, qui est à l'origine, en fait pour les personnes non-voyantes ou malvoyantes, et qui aujourd'hui sert à 80% à l'enseignement. Enfin, voilà. Et d'ailleurs, c'est assez étonnant puisque, en fait, j'allais dire, les voyants qui viennent aussi très peu toucher les œuvres dans cette galerie, puisque en fait dans un musée on n'a pas le droit d'y toucher. Et puis ce dont je voulais vous parler, donc là c'est pourquoi on finance ça, ce dont je voulais vous parler c'est parallèlement à ça en fait, on propose aux salariés de Réunica, donc c'est la fondation qui propose aux salariés de Réunica de partir visiter des musées avec des personnes en situation de handicap. Alors c'est vraiment des tout petits groupes, hein. C'est vraiment une visite, une balade, on cherche à créer des échanges humains. Donc c'est 2 personnes, 2 salariés et 2 personnes en situation de handicap qui vont visiter des musées. Et outre ces sorties culturelles, ce qu'on a cherché à faire, c'est à faire de ces salariés donc, qui allaient se balader jusqu'à présent et qui eux aussi découvraient des œuvres, avec cette galerie tactile, de devenir des médiateurs, c'est-à-dire de permettre aussi de découvrir tactilement. Et donc ces salariés viennent de suivre une formation qui s'appelle Toucher pour voir. Le principe, c'est donc qu'ils sont voyants, bien sûr, ils sont accompagnés par des voyants, mais ils vont être mis en situation de non-voyance, donc on leur met un masque sur les yeux, et donc une autre personne va les guider à découvrir cette œuvre tactilement. Parce qu'en fait, on s'aperçoit qu'avec les yeux, finalement, une œuvre, on va la regarder comme on la découvre, on nous appelle la toucher. En plus, pour avoir suivi moi-même cette formation, c'est incroyable. Les gens rentrent dans cette galerie tactile, la regardent et s'en vont. Il y a très peu de personnes qui touchent, hein, pour être honnête. Si on ne vous dit pas, allez-y, touchez, personne ne touche, ou presque personne ne touche. Donc là, le principe, c'est, voilà, je suis non-voyante, enfin, en tout cas en situation de non-voyance, et je vais découvrir ce que c'est qu'une forme, ce que je dois découvrir, c'est-à-dire est-ce que c'est un visage, est-ce que c'est un corps, est-ce que c'est... Voilà. Et tout d'un coup, en fait, d'abord, j'allais dire, tout notre corps se remet à bouger, parce que quand on découvre, on a plutôt tendance à regarder, donc être un peu, voilà. Et tout d'un coup, tout notre corps se remet à bouger, et c'est incroyable ce qu'on découvre, en fait, hein, et on découvre des choses qu'on ne voyait pas en étant tout à fait voyant, en fait, hein. Il y a plein de choses, plein de petits détails qu'on ne voyait pas, une fleur d'un côté, les mains dessinées très 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 belles, etc. Et cette expérience, en fait, qui est menée, c'est pour apprendre, en fait, à regarder autrement, parce que finalement, c'est vrai, qu'est-ce qu'on découvre comme chose quand on a un autre regard. Voilà, donc je voulais vous parler de cette expérience, parce qu'elle est un petit peu unique. Si vous vous baladez au Louvre, surtout, n'hésitez pas à aller, et n'hésitez pas à toucher, parce que
c'est vraiment une superbe expérience. Merci beaucoup, merci pour tout. Merci également d'être venu nous écouter.